suis Abraham de Bettencourt et j'espère que vous avez apprécié les différentes interviews que j'ai publiées depuis début mai. Ces interviews ont pour objectif de vous donner des exemples concrets de personnes ayant réussi à atteindre leurs objectifs. Lors de mes conférences et de mes séances de coaching, je donne beaucoup de théories et je suis intimement convaincu qu'il est nécessaire d'allier ces théories à des exemples vivants de personnes ayant réussi à atteindre leurs objectifs et à vivre leurs rêves. Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours étonnant d'un sportif de haut niveau. Il est belge, il nous a chaleureusement accueillis chez lui, à Bruxelles. Il a gagné en 2016 le Ferrari Challenge Asie-Pacifique. L'interview du jour est avec Florian Merckx. Bon ben voilà, Florian, explique-nous un peu, je vais te laisser te présenter. Je sais que tu es passionné de sport automobile déjà depuis de nombreuses années, donc explique-nous un peu, que les gens qui nous regardent puissent te découvrir. Ok, déjà merci de m'accorder cette interview, ça me fait très plaisir, je voulais juste le dire au début. Merci à toi. Et donc oui, écoute, le sport moteur, c'est ma vie clairement, je veux dire ça a toujours fait partie on va dire de mon ADN depuis mon plus jeune âge. Je me souviens, j'ai commencé le karting, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais vraiment très petit. C'était sur une piste en Ardennes en vacances avec mes grands-parents. Et j'étais tellement petit qu'en fait j'étais assis, il y avait un adulte qui conduisait le karting et moi j'étais assis dans ses genoux et enfin, entre ses jambes. Et voilà, j'ai vraiment des souvenirs encore de ça alors que j'étais vraiment petit. Donc ça a démarré là et puis voilà, ça a toujours été. Je sais pas l'expliquer, c'est juste plus fort que moi, ça a toujours été en moi et c'est comme ça. J'ai commencé avec le karting, où j'ai fait pas mal de karts de location simplement au City Kart ici à Forêt, qui n'existe malheureusement plus, mais pas mal de gens connaissent. J'ai aussi été faire quelques petites courses. Voilà, genre c'était un peu la référence à Bruxelles. Puis donc j'ai commencé à bien limer cette piste-là avec quelques bons pilotes. Et puis j'ai fait de plus en plus de compétitions, des endurances, mais toujours en kart, jusqu'à ce que je découvre le quad. Et là, ça a été aussi une nouvelle histoire d'amour, je dirais, où je me suis entraîné pas mal. Et puis en fait, je me suis lancé en championnat de Belgique pendant deux années. D'accord, tu avais quel âge là à peu près ? J'avais 15 ans, 16 ans. Je me suis lancé pendant 2 saisons en championnat de Belgique où j'ai pas surperformé, j'ai pas fait de podium, machin, mais le niveau était très élevé. Et voilà, il fallait une endurance, surtout au niveau des avant-bras parce que c'est très bosselé et ça tape. J'étais encore un petit format à ce moment-là, j'ai grandi un peu tard. et donc voilà, c'est des bêtes qui sont assez puissantes et il fallait vraiment bien les tenir. Mais bon, voilà, ça nourrit cette passion. Jusqu'à ce qu'un jour, je me retrouve un peu entre... j'avais un peu arrêté le quad, et puis la voiture est arrivée. Et voilà, après ça, c'est tout ce dont on va parler maintenant. Alors donc juste au niveau du quad et de l'inscription à la compétition, c'était à ce moment-là plus dans une optique de sport détente, où tu avais déjà un peu cette volonté de vouloir gagner, de performer? Non, je voulais gagner, clairement. C'était clairement le but. Voilà, ouais, c'était sûr. Maintenant, je voyais qu'effectivement, à ce moment-là, j'avais pas le niveau. Parce que voilà, il fallait des années d'entraînement, il fallait vraiment être très fort physiquement. J'étais pas encore assez développé, on va dire, parce que voilà, je me battais contre des mecs qui avaient 30, 35 ans et qui étaient... Ah oui, donc c'était en termes de catégorie d'âge. Oui, c'était la plus haute catégorie, c'était le championnat de Belgique, donc d'accord. Voilà, il n'y avait pas de limite. C'était en fait en fonction de la motorisation du quad, mais donc il n'y avait pas vraiment de règles au niveau de l'âge. Donc voilà, j'étais face à des gars qui étaient plus forts que moi. Et donc là, à ce moment-là, tu as pu identifier finalement, je dirais, certaines faiblesses face à tes adversaires qui, eux, avaient un physique plus de force physique. D'accord, ok. Donc c'était un bon apprentissage, une bonne leçon que tu as pu prendre. Oui, c'était top. Et puis déjà, là, j'ai commencé à faire des stages. Je me souviens chez le champion de France de quad. À cette époque-là, en quad, la France était vraiment un des pays où ça marchait le plus fort, avec les États-Unis, mais c'est vraiment les 2 pays où ça va le plus fort. Et donc aller faire un stage chez le champion de France de quad, pour moi, c'était mon idole. Donc j'étais très heureux de faire ça et j'ai appris beaucoup de techniques que j'utilise encore aujourd'hui en voiture. C'est vrai? Du quad? Ok, d'accord. Il y a des choses qui sont les mêmes. C'était une super partie de ma vie parce que voilà, c'était le dimanche matin, on partait à
5h du matin d'ici, et tu vois, il fallait faire 2 heures de route, on arrivait là, et tout le monde avait son camion, c'était vraiment sympa, quoi. Et ça allait très fort déjà à l'époque, quoi. Ça allait très fort, ok. Ouais. Donc là, tu t'es dit, on switch aux 4 roues, en tout cas voiture. Ouais. Et donc là, qu'est-ce que tu as commencé à faire comme type d'activité? Mais en fait, l'histoire est assez sympa parce qu'en fait, ça s'est fait avec mon père, en fait. Mon père savait depuis que j'étais très jeune que j'étais passionné de voiture. Lui a réussi à trouver en fait des stages de pilotage chez Ferrari. Donc à l'usine à Maranello, enfin c'est la piste de Fiorano, mais c'est donc à la maison mère Ferrari. Okay. Ils organisent des stages de pilotage. Sur le format, c'est un week-end. Et il y a 4 niveaux. Et donc forcément, il faut réussir le premier niveau pour pouvoir passer au second. Okay. Et donc, il s'est dit, voilà, je sais que mon fils est fan, c'est l'occasion d'avoir une activité père-fils. Et donc, il m'a fait ce plaisir de me payer ce stage. Bon, moi, j'étais comme un fou, forcément, arrivé chez Ferrari à l'usine, voilà, genre, c'était un rêve de gosse. Et donc, on a fait ça. Et donc là, c'est avec des Ferrari 458, c'était des 458 Italia. Okay. Donc, c'est l'ancien modèle, parce que c'était déjà il y a quelques années. Mais de route, donc vraiment des voitures route. J'ai passé le week-end là-bas. J'ai fait tous les tests, toutes les compétitions et j'ai tout gagné en fait. D'accord. Et mon père s'est dit bon, on va passer au 2e niveau. Et ça a duré 1 an et en fait on est revenu l'année d'après à la même période et on a fait le stage 2. Et là de nouveau, bah, forcément le niveau est un peu plus élevé, c'est un peu plus fort. Et j'ai de nouveau tout gagné. Ouais, mais... C'était les années de quad et de karting. Voilà, qui payait. J'avais faim en fait. J'avais très fort envie de prouver à mon père que j'étais capable d'être le meilleur là-dedans. Parce que il y a une petite anecdote, c'est que quand mon père avait 30 ans, mon père s'est fait tout seul. Il est parti vraiment de rien. Okay. Et quand il avait 30 ans, il s'est acheté sa première Ferrari avec son propre argent. Et le concessionnaire lui a dit ouais, vous êtes le premier gars de votre âge qui vient et qui s'achète une Ferrari avec son propre argent, quoi. Ok, d'accord. Et donc il était fier de ça. Et quand il a acheté la voiture, c'était chez Ferrari à Waterloo. Ouais. Et le vendeur lui a mis un test driver Ferrari dans la voiture pour lui montrer de quoi la voiture était capable. Ouais. Et donc en fait, ils ont été dans les 13 virages, pour ceux qui connaissent, voilà, dans le bois. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de Dodane, donc on pouvait se faire plaisir. Pouvait se faire un peu plus plaisir. Et le gars a mis, voilà, il a tout donné. Et mon père m'a dit, voilà, ce jour-là, j'ai compris que je ne savais pas rouler en voiture, quoi. Et moi, quand il m'a raconté ça, je me suis dit, je suis sûr que son gars là, je le bats. Et il m'a dit, mais non, tu te rends pas compte, c'est un pilote d'usine Ferrari, c'est les meilleurs, machin. Je disais, ouais, mais non, mais. Et pourtant, c'était 30 ans plus tôt, hein, donc, mais je me disais, non, je suis sûr que je pourrais le battre, quoi. Genre, ou en tout cas être aussi bon que lui. Et mon père me disait, non. Et ça me faisait un petit peu de mal parce que j'étais sûr au fond de moi que j'avais ce potentiel. Et comme c'est mon père, bah, voilà, je voulais lui prouver. Et donc quand on s'est retrouvés à l'usine Ferrari et qu'on a eu des vrais instructeurs Ferrari qui ont dit voilà, il a tout gagné et ils sont allés voir mon père en lui disant ouais, votre fils il est vraiment bon, en blaguant, faut qu'il vienne travailler avec nous à l'usine, machin, et qu'il en a eu 6-7 qui lui ont dit ça. Pour moi c'était un peu une reconnaissance, je me suis dit parce qu'il avait tellement confiance en ces pilotes Ferrari, il prenait ça vraiment comme une référence, que d'en avoir 6-7 qui viennent et qui lui disent bah voilà, votre fils il a un potentiel, c'était voilà, genre, ça faisait du bien, quoi. Juste une chose, là en t'entendant parler, j'entends que déjà à cet âge-là, tu avais quand même une forte estime et confiance en toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu? C'est quelque chose qui est venu avec le temps? Non, c'est quelque chose que j'ai pas toujours eu. Et justement, quand on va en venir au niveau de compétition auquel je suis maintenant, c'est quelque chose qui m'a fort desservi. Parce que j'ai manqué très fort de confiance en moi. Et à ce moment-là, c'était pas de la confiance en moi, c'était juste une rage de vouloir prouver à moi, à mon père et au monde que j'étais capable. Mais j'avais pas, je me disais pas que j'étais le meilleur. C'était pas inscrit dans ma tête, quoi. C'était juste quelque chose que je ressentais dans mon cœur et je voulais juste donner le meilleur de moi-même et pour arriver au meilleur résultat possible. Mais je me disais pas je suis le meilleur, loin de là. Non, de là. Mais j'avais juste une rage de vaincre. Ouais, c'était vraiment ça qui mais me tu l'avais déjà. Ouais, ça oui. Tu l'avais déjà et tu l'avais déjà quand tu roulais en quad. Oui, okay, voilà, ça oui. Mais après je veux dire voilà, la confiance c'est autre chose parce que voilà, alors on commence à se comparer aux autres et on se rend compte que voilà, il y en a qui ont plus d'expérience, qui sont plus âgés, qui sont plus calmes, qui arrivent à mieux gérer le stress ou enfin toute une sorte de toute une panoplie de choses que les autres arrivent parfois à mieux gérer parce que voilà, ils connaissent mieux.
Et donc ça, je savais que j'avais des lacunes à ce niveau-là, mais je voulais juste performer, quoi. C'était vraiment ça qui me drivait. Et donc, deuxième stage. Deuxième stage. Plus difficile. Deuxième stage plus difficile, je gagne de nouveau les prix. À l'usine, je reçois les félicitations. C'était magnifique comme moment devant mon père. Et puis voilà, de là, en fait, on rencontre une équipe qui s'appelle Kessel Racing. Via l'usine, en fait, ils nous ont aiguillés vers ça parce que voilà, mon père s'est dit ouais, effectivement, il est bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, ils nous ont expliqué qu'il y avait un championnat Ferrari. Et donc, ils nous ont aiguillés vers cette équipe-là. Et on a commencé à prendre contact. On a pris une voiture et on s'est dit ok, mon père m'a dit on va le mettre dans la voiture et on va voir ce que ça donne, quoi, pour voir si effectivement il est vraiment bon ou pas. Ouais, okay. Et donc là, petit coup de pression, parce qu'on se dit bon, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir l'opportunité de faire un test comme ça dans une vraie voiture de course, parce que là, c'est plus des voitures de route, c'est des voitures qui sont pas homologables, qui sont faites uniquement pour le circuit. Okay. C'est un peu comme quand un joueur de football monte sur le terrain et qui sait qu'il a un recruteur qui est dans les gradins. Voilà, okay. c'est ça, quoi. On se dit bon, voilà, maintenant, ça rigole plus, quoi. Et bon, le test s'est super bien passé. Clairement, j'étais pas encore au niveau, voilà, mais on voyait qu'il y avait un potentiel, il y avait quelque chose à faire. C'est des voitures qui se conduisent très différemment des voitures de route. Okay. Y a le facteur des pneus, les freins, c'est très très différent. Et donc voilà, il fallait que j'apprenne tout ça, mais il y avait un potentiel. Et donc on a décidé de s'engager pour une première saison dans le championnat, avec en fait au final très peu de tests avant de préparation. Okay. En championnat d'Europe. Là, la première année, donc, c'était en catégorie amateur, vu que il y a deux catégories, il y a les pros et les amateurs. Okay. Forcément, j'ai démarré en amateur. Et donc, on a rassemblé un budget, j'ai trouvé des sponsors, j'ai dû monter un dossier, ça a duré un an et demi à mettre en place. Et puis, une fois que tout était mis en place, on a pu se lancer. Et voilà. Et donc là, c'était le début d'une grande aventure qui m'a clairement, qui a changé ma vie, quoi. Alors, juste au niveau de ce championnat, de Ferrari Challenge Europe, et tu as également participé à celui d'Asie-Pacifique. Bon, tout le monde ne connaît pas les sports moteurs. Déjà, la Formule 1, parfois je m'y perds, je t'avoue. Alors, est-ce que tu peux peut-être expliquer comment ça fonctionne et comment est-ce que vous êtes jugé, comment vous attribuez les points et puis comment est-ce qu'on gagne? Ouais. Parce que j'ai cru entendre que tu as déjà gagné, n'est-ce pas? Oui, je pense que c'est important d'expliquer comment ça fonctionne. Donc déjà, c'est du GT. Donc ça s'appelle, c'est la catégorie Grand Tourisme. Donc c'est tout ce qui est, on va dire, pour faire simple, comme les voitures qu'on voit dans la rue. Sauf qu'elles sont préparées différemment. À côté de ça, on a ce qui est les monoplaces. Et donc ça, c'est ce que tu disais, donc la Formule 1, avec des catégories en dessous qui permettent pour les meilleurs d'accéder à la Formule 1. Enfin, en tout cas, c'est ce à quoi ils aspirent. Mais donc, c'est un peu deux mondes différents. C'est deux classifications différentes, quoi. Le monde du GT et le monde de la Formule 1, enfin de la monoplace, pardon. Et donc, moi, c'était vraiment directement axé GT. Là-dedans, de nouveau, il y a différents types de voitures et différents types de championnats. Donc, au niveau du Ferrari Challenge, c'est un championnat donc, qui est mis en place par Ferrari. Qui est présent sur 3 continents, donc comme tu l'as dit, l'Europe et l'Asie-Pacifique, mais aussi les États-Unis. Okay. C'est un format qui est magnifique parce qu'on roule en fait essentiellement sur les plus beaux circuits du monde, qui sont généralement, pour la plus grande majorité, des circuits de Formule 1. Okay. Donc ça, c'est aussi un rêve de pouvoir toucher à ces circuits qu'on voit à la télé quand on regarde la Formule 1. Parce que voilà, on arrive là, il y a toute une histoire, c'est des circuits mythiques et légendaires, donc voilà. C'est un gros plaisir. C'est un championnat qui est établi sur 14 courses. D'accord. Donc 14 courses qui sont réparties sur 7 week-ends de course. Donc à chaque week-end, il y a une course le samedi et une course le dimanche, avec à chaque fois une qualification pré-course, donc une qualification le samedi matin pour la course du samedi après-midi, et une qualification le dimanche matin pour la course du dimanche après-midi. Et ça, c'est sur une année? Ça, c'est sur une année. Donc on a une course toutes les 5 semaines, quelque chose comme ça, plus ou moins, parce qu'il y a un break pendant l'hiver. Forcément, en qualification, il faut essayer de faire en fait le tour le plus rapide possible pendant une session de 30 minutes. Ils prennent le tour le plus rapide de chaque pilote pour déterminer la grille de départ de la course. Ça, c'est comme en Formule 1. C'est comme en Formule 1, exactement la même chose. Et ensuite, en fonction des places d'arrivée à la course, on gagne des points. Donc le premier, celui qui est vainqueur, gagne 20 points. Le deuxième en gagne 15. Le troisième en gagne 12. Puis c'est 10, 8, 6, 4, 2 jusqu'à 0. Et donc en fait, celui qui est sacré champion à la fin de la saison est celui qui a accumulé le plus de points sur la totalité de la saison. D'accord. Voilà, aussi simple que ça. C'est la même chose qu'en Formule 1 aussi, ça fonctionne de la même manière. Donc il faut être consistant, c'est très important. Ne pas faire d'erreurs, et c'est parfois mieux de terminer 3e ou 4e
ou 5e que d'essayer à tout prix de vouloir gagner et puis de ne pas finir la course parce qu'on prend trop de risques. D'ailleurs, maintenant que tu en parles, je crois avoir le souvenir qu'une fois tu as abîmé ta voiture et que c'est passé, non? Oui, ça m'est arrivé beaucoup de fois, notamment beaucoup justement. Oui, ça m'est arrivé quelques fois. Ben oui, parce que voilà, comme je le disais, la première année, j'étais en catégorie amateur et je suis arrivé là-dedans et j'avais beaucoup trop justement de pression. Je gérais pas du tout et donc moi, j'avais l'impression dans ma tête, c'était le championnat du monde de Formule 1, quoi. Je me disais voilà, après ça, on peut passer en Blancpain, puis après en championnat du monde d'endurance. Je me disais vraiment, il y a moyen de gravir les échelons. Et donc je me mettais une pression énorme parce que voilà, je savais qu'il y avait la télé, il y avait les gradins étaient remplis. C'était un championnat d'Europe. Voilà, genre je voulais absolument être le meilleur. Et donc j'ai fait des erreurs de jeunesse. Donc j'ai été freiné trop tard, j'ai tapé dans les autres, j'ai fait plein d'erreurs. Et donc j'ai appris à travers ça. Mais donc juste quand tu dis que tu as commis certaines erreurs, et ça je crois que c'est un petit peu important de le rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est que, et beaucoup de gens que je rencontre me le confirment toujours, c'est à travers ces erreurs finalement qu'on apprend. C'est sûr. Et qu'elles sont vraiment formatrices. Alors ça n'est pas arrivé qu'une fois, c'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé un bon nombre de fois et malheureusement j'ai eu une mauvaise réputation dans le championnat au début. Carrément. Bah oui, parce que voilà, je voulais trop, quoi. Je voulais trop. J'avais une bonne vitesse, mais voilà, j'en voulais trop. Et donc j'ai dû apprendre à me calmer, à calmer ma nervosité, mes impulsions, mon tempérament. Et ça a mis du temps et j'ai payé le prix fort. Donc voilà, j'ai eu des suspensions, j'ai vraiment souffert de ça. Donc j'ai terminé la première saison donc en amateur, je pense 7e ou 8e du championnat. D'accord. Ce qui n'était pas représentatif de la performance parce que justement si j'avais pas eu tous ces incidents, je pense que j'aurais pu finir peut-être 3e ou 4e du championnat. Comme je le disais, j'ai appris. Et la saison d'après, en fait, comme ils avaient vu que j'avais la vitesse, ils se sont dit on va le faire passer en catégorie pro. Okay. Et là, ça a été un réel coup de pression parce que la catégorie pro, il faut savoir que c'est un championnat qui est essentiellement constitué de pilotes gentlemen, donc qui viennent et qui payent clairement pour rouler. Okay. Et donc les teams ont forcément besoin de ce genre de pilotes parce que c'est ça qui nourrit le team et qui fait que le sport vit. Donc voilà, donc les teams, donc voilà, parce que les teams donc ont leur pilote gentleman qui paye, mais ils ont souvent un pilote professionnel que eux engagent pour en fait mettre le nom du team en top des classements, de manière à justement montrer qu'ils sont un bon team parce qu'ils ont une voiture performante et ça leur permet d'avoir des clients qui viennent chez eux. On se dit là, lui il gagne tout le temps, ça a l'air d'être un bon team, la voiture est toujours nickel, donc je vais aller rouler chez eux. Et donc chaque team a souvent un pilote professionnel engagé pour représenter le team au plus haut niveau. Et donc ça remonte... Ils prennent des gars, ils prennent le meilleur qu'ils trouvent, quoi. Donc ils vont chercher vraiment des gars qui ont 15 ans, parfois 18 ans d'expérience, ou alors des jeunes talents qui font que ça du matin au soir depuis qu'ils sont petits. Et donc on se retrouve en fait avec des gars qui sont en championnat du monde de karting ou qui ont été champions d'Europe ou du monde d'autres catégories. Enfin, c'est vraiment un niveau très très élevé, quoi. Quand j'étais, quand j'ai fait la finale à Daytona, il y avait des pilotes comme Fabio Leimer qui étaient dedans. C'est un gars qui a été champion de GP2, qui est la catégorie juste en dessous de la Formule 1. D'accord. Et il a été ensuite pilote d'essai dans une écurie de Formule 1. Donc on parle quand même d'un niveau, c'est pas rien, quoi. Voilà. Et là, quand j'ai roulé à Spa ce week-end, on avait un autre gars qui s'appelle Niklas Nielsen qui est engagé en championnat du monde de karting. Ça rigole pas, quoi. Je veux dire, c'est des gars qui... Et il faut préciser que tu as gagné que j'ai gagné, ce week-end, hein, d'accord. Parce qu'ils sont forts, mais tu as été plus fort. J'ai réussi à gagner une course, c'est vrai. C'est un niveau très très relevé. Donc moi, je me suis retrouvé après une saison où j'avais pas terminé la moitié des courses, à devoir me battre contre ces gars-là. Et je me suis dit, je vais jamais y arriver, quoi. Et j'ai eu pour moi, le monde s'écroulait, quoi. Je me suis dit, ok, bon, voilà, je vais sous-performer, je vais être en bas des classements tout le temps, quoi. Et là, en fait, j'ai changé d'équipe. Donc j'ai quitté Kessel et j'ai été chez Baron, qui est une équipe autrichienne dont le propriétaire du team est en fait un multiple champion du monde dans cette catégorie-là, parce que son père avait déjà fondé un team au tout début du championnat, et lui a roulé dedans, puis il a repris le team quand son père a quitté, et il est venu me voir en fait, et il m'a dit je sens que tu as du potentiel, j'ai envie qu'on fasse quelque chose ensemble, et moi ce gars m'impressionnait parce que lui roulait à l'époque quand j'ai commencé en catégorie pro, et pour moi c'était un ovni. Je le voyais, je me disais ok, le gars me mettait 2 secondes, 3 secondes au tour,
Je me disais, c'est pas possible, il y a un boost, il a 200 chevaux de plus dans la voiture, parce que c'était pour moi pas faisable, quoi. Okay. Et quand lui est venu me voir et qu'il m'a dit, ok, je veux faire quelque chose avec toi, je me suis dit, ok, on va tenter l'expérience, quoi. En plus, il avait que 2-3 ans de plus que moi, donc on est devenus amis. Et de là, voilà, on s'est retrouvés engagés dans cette catégorie pro à deux. Et en fait, on a travaillé comme des fous toute la saison sur mon pilotage. On a fait des tests, on a tout analysé, on est vraiment rentré dans le technique. Ouais. Et on a réussi à terminer la saison 3e du championnat. Donc j'ai reçu un superbe trophée à la fin de la saison, 3e. Derrière 2 pilotes professionnels donc qui sont payés par les teams pour mettre la voiture devant. Et j'étais assez fier de cet accomplissement parce que voilà, je m'attendais pas à ça, quoi. Et juste donc au niveau du travail que tu as fait pendant une année avec lui sur les différents aspects techniques, concrètement ça consiste en quoi en termes de travail et c'est quoi les actions sur lesquelles vous avez travaillé et comment est-ce que vous avez procédé? Mais je dirais qu'il y a 2 choses. Il y a le côté donc technique, comme on vient de le dire, donc c'est les réglages de la voiture, la gestion des pneumatiques, parce que on a des pneus très spéciaux qui sont slick et qui s'usent très fort. On change de pneus à chaque course. Il y a la gestion des freins, la gestion du fuel. Enfin, il y a une multitude de paramètres, mais plus mon pilotage personnel. D'accord. Mais il y a aussi le côté personnel en tant que personne. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que moi j'arrive à gérer justement les week-ends de course. Comment j'arrive à gérer la pression, le fait d'arriver à dormir, le fait d'arriver à relâcher. Tu avais du mal à dormir? Je dormais pas. C'est vrai? Je dormais pas, je mangeais pas. C'était infernal. La Ouais. Ok, c'est C'était, chaud ça. ouais. Je devais aller à la toilette 10 fois avant la course. C'était inouï, quoi. Ok. Je tremblais. J'avais les mains moites. C'était inouï, quoi. On se rend pas compte. Hein. Voilà, et donc il fallait arriver à gérer tout ça, quoi. Genre arriver moi à me dire, ok, voilà, il faut que je grandisse à travers ça et que j'arrive à mieux gérer mon stress et ma nervosité. Et en plus, arriver à être plus performant au niveau technique, comprendre comment la voiture fonctionne, arriver à bien la régler en fonction de tous les paramètres, quoi, la météo. Parce que tu sais, tu fais des tests le vendredi en préparation du week-end de course. Ouais. Et donc tu règles la voiture, mais le lendemain il pleut. Et c'est bon. Voilà, tout est reparti à zéro, quoi. Et tu pars en fait dans un flou total parce que tu fais un nouveau réglage et tu sais pas si ça va fonctionner. Une fois que tu es parti pour ta course, tu peux plus rien changer. Donc il faut vraiment travailler ça, quoi. Savoir exactement ce que tu fais, comment tu le fais. C'est très technique, quoi. Je suis pas un grand connaisseur de Formule 1, mais c'est vrai que pour le peu que quand je prends le temps de suivre ça, je me dis il y a du fine-tuning à un niveau. C'est tellement démentiel par rapport à d'autres sports où, disons que comme le sportif, un joueur de football, il a son corps et c'est lui qui joue. Exactement. Mais là, il y a une machine et il y a tellement de paramétrage dans cette machine et je dirais même de l'ingénierie dans c'est ça, mais on a des ingénieurs. Hein. Ouais, c'est ça. On travaille avec des ingénieurs, donc comme tu dis, c'est de l'ingénierie, c'est vraiment ça. Et c'est très difficile parce que voilà, il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne. 1 millimètre de plus ou de moins de la hauteur de caisse peut avoir une incidence sur toute ta course, de plus ou de moins, quoi. Si on met 1 millimètre trop bas, voilà, tu vas mettre trop de poids sur l'avant, ça va peut-être user trop tes pneus sur la distance de la course, et sur les 3 derniers tours, tu vas commencer vraiment à avoir beaucoup de sous-virages, donc la voiture ne va plus tourner quand tu accélères, et tu vas peut-être te faire dépasser à cause de ça. Donc après, de nouveau, à toi à adapter ton pilotage, mais tu risques d'être plus lent. Donc voilà, il faut vraiment savoir exactement, ça va jusqu'au millimètre, quoi. Donc, ok, donc tu as terminé donc troisième en pro en Europe. D'accord. Et donc là, on s'est dit, c'est vraiment un beau résultat. Et donc, on s'est dit, ok, on va tenter l'Asie, le défi de l'Asie Pacifique, parce que le calendrier était magnifique. On allait sur des circuits de Formule 1 au Japon, en Chine, en Malaisie. On a été à Singapour. C'était vraiment avec une finale à Daytona, le circuit mythique de Daytona. Donc voilà, je me suis dit, ok, c'est une chance que j'aurai peut-être pas 2 fois dans ma vie. Et donc je suis très content de l'avoir fait. Et là en fait on a gagné le championnat. Oui, tout à fait. Mais alors par contre tout à l'heure tu m'expliquais que à mi-parcours tu t'es rendu compte que techniquement tu étais obligé de remporter toutes tes courses. Enfin je te laisse expliquer. Je pense que c'est là un peu la clé de l'histoire et que c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'effectivement donc on s'est engagé dans ce championnat. Sachant que le niveau en Asie-Pacifique est légèrement moins élevé qu'en Europe. Okay. L'Europe, c'est vraiment le plus haut niveau. J'y allais un peu plus cool, quoi. Je me disais, ok, voilà, on a vraiment tellement travaillé, j'ai une chance de gagner le championnat, pas dire relax, mais j'y allais assez confiant, quoi. J'y allais clairement pour la gagne. Et donc on a commencé, voilà, et puis première course, je gagne, donc je suis content. Mais en fait, les courses s'enchaînent.
Et en fait, j'arrive pas à gagner, quoi. Genre, je me rends compte que... Ils sont pas si mauvais que ça. Mais ils sont pas si mauvais parce qu'en fait, les conditions sont complètement différentes en Europe. C'est-à-dire que là-bas, il fait beaucoup plus chaud et il fait humide. Genre, l'humidité et la chaleur sont complètement différents d'en Europe. Et donc, la voiture se comporte complètement différemment aussi. Ok. La gestion des pneus est complètement différente et eux sont habitués à ces conditions-là Ouais. et moi pas du tout. Et donc, je me retrouve à galérer... à pousser comme un fou et j'arrivais à peine à les tenir, quoi. Donc je termine des courses, ouais, 3e, 4e, parfois 2e. Et je me dis, mince, ça va pas être si simple que ça, quoi. Et donc on se retrouve à mi-parcours. Et donc, comme je le disais, il y a 14 courses. Ok. Et au bout de 8 courses, j'en avais gagné une. Ok. Et mathématiquement parlant, si je voulais avoir encore une chance, j'ai fait mon petit calcul entre 2 courses. Et mathématiquement parlant, si je voulais encore avoir une chance de gagner le championnat, je devais impérativement gagner les 6 courses restantes. Ok. Sachant que j'en avais gagné une sur 8, je me dis bon, ça va être chaud, quoi. Il va vraiment falloir bosser encore plus dur. Parce que voilà, je voulais pas rater cette chance, quoi. Je me disais, ok, je suis vraiment venu ici pour gagner. C'est une opportunité que j'aurai peut-être qu'une fois dans ma vie. Je vais tout donner, quoi. Je vais vraiment tout donner. Je veux me donner toutes les chances d'y arriver. C'est fou parce que ça m'émeut quand j'en parle, quoi. La course suivante, donc la première des 6 courses restantes, c'était à Singapour, circuit de Formule 1 qui est un circuit en ville, donc comme Monaco, qui est monté spécialement pour l'événement de la Formule 1. Donc c'est vraiment des rues en pleine ville et ils ferment pendant le moment de l'événement. Et donc en gros, c'est un circuit, c'est inouï d'avoir la chance de rouler là parce qu'il y a les 20 pilotes de Formule 1 qui y roulent. Et puis 2-3 petites formules de promotion en dessous, comme nous, qui accompagnons, on va dire, le week-end de Formule 1. Oui. Mais c'est tout. Donc dans le monde, tu as moins de 100 personnes qui peuvent rouler sur ce circuit, quoi. Donc moi, je me disais, waouh, quoi. Oui, forcément, comme c'est en ville. C'est en ville et c'est pendant la Formule 1. Donc on roule 1 heure avant ou après eux. Ouais. Donc on les côtoie, on est dans le même monde, on profite de la visibilité de la Formule 1, de la fanbase. C'est un week-end qui est fantastique, quoi. Donc je me disais, ok, là, voilà. En plus, c'est un circuit en ville qui est très très complexe. Si on regarde une vidéo, c'est vraiment un labyrinthe. Tout se ressemble, c'est vraiment entre des murs comme ça, très serrés. Et j'avais rien en fait pour m'entraîner à part des petites vidéos YouTube. Et je savais qu'en fait c'était très important de performer là. Parce qu'on avait, étant donné qu'on était pendant la Formule 1, on avait beaucoup moins de temps de piste. Et donc on avait beaucoup moins de temps pour pouvoir s'entraîner à la course et à pouvoir régler la voiture. Et donc je savais qu'à la première seconde où j'allais poser une roue sur ce circuit, il fallait que je sois performant. Je ne pouvais pas me permettre d'arriver et de commencer à essayer de trouver mes marques à ce moment-là, quoi. Et donc en fait j'ai acheté une PlayStation juste pour ça, parce que je suis pas un gamer, mais j'ai acheté une PlayStation juste pour ça, parce que le seul moyen de pouvoir rouler sur ce circuit de Formule 1, c'était de jouer sur un jeu de Formule 1. C'est énorme. Et donc j'ai acheté une PlayStation avec le jeu de F1 pour m'entraîner. Et qui est à l'identique. Qui est à l'identique, mais bon, ça reste tout à fait, mais ça permet de jeu vidéo. Mais ça me permettait d'apprendre le circuit. Clairement, les points de freinage ne sont pas les mêmes, la vitesse n'est pas la même parce que tu roules avec une Formule 1 et en vrai, nous, c'est une GT, donc c'est quand même plus lent. Donc je savais que ça, il y avait des choses que j'allais devoir adapter, mais au moins, ça me permettait de connaître le circuit, de savoir quels étaient les points, enfin les endroits clés du circuit où il fallait vraiment être tôt sur les gaz pour gagner dans les lignes droites, où on pouvait aller freiner tard, où est-ce que c'était dangereux, enfin vraiment faire mon repérage à l'avance. Et je me suis entraîné pendant des journées entières à tourner sur ce circuit, sur ma PlayStation, vraiment pendant des heures et des heures et des heures et des heures, jusqu'à ce que je connaisse chaque millimètre. Et effectivement, je suis arrivé là et de nouveau, c'est important de le dire pour l'histoire, c'est que comme c'était pendant la Formule 1, le championnat Challenge avait un petit peu adapté les règles et avait dit, ok, pendant la séance d'essai libre, donc où on peut s'entraîner le vendredi, il faut que vous soyez le plus rapide possible parce que ce sera dans l'ordre, de nouveau par rapport aux chronos les plus rapides qu'on fait. On va prendre l'ordre des chronos pour vous mettre en grille pour partir en qualification le lendemain. Alors qu'à d'habitude pas, normalement pendant les qualifications c'est libre et puis c'est en qualif qu'on fait le temps qui va nous mettre en grille. Mais là ils ont fait une pré-qualification pendant les essais. Parce qu'il n'y avait pas assez de temps et qu'il fallait nous faire partir dans un certain ordre dans la pit lane. Et donc ils se sont dit voilà, on ne peut pas mettre ça de manière aléatoire. Vu que ça va avoir une incidence sur la qualification, donc je savais que dès les essais il fallait performer. Donc pendant les essais j'ai directement réussi à performer et j'ai réussi à taper le meilleur temps des essais, ce qui m'a permis d'être en première ligne pour partir en qualification, ce qui m'a permis de gérer en fait la sortie du peloton, la sortie de la pit lane pour pouvoir avoir un tour libre
et pouvoir faire un bon chrono pour la qualif. Et donc là, j'ai réussi à taper la pole position, donc la première place, partir en première place sur la grille de départ de la course, de la première course du week-end. Et ensuite, le lendemain, d'habitude, comme je l'ai dit, il y a toujours une deuxième qualif pour la course du dimanche, mais là, il n'y en avait pas, parce que de nouveau, ils avaient réduit. Et donc, ils ont dit, on prendra les places d'arrivée de la course 1 pour déterminer la grille de départ de la course 2. Donc, en fait, tout le week-end, il fallait chaque fois être devant pour l'étape qui suivait. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à être premier en essai libre, puis premier en qualification, puis j'ai gagné la course 1, ce qui m'a permis d'être premier sur la grille de départ de la course 2 pour aller gagner la course 2. D'accord. Donc c'était vraiment voilà, crescendo quoi. Et bon ça voilà, c'était consécration quoi, gagner devant, monter sur un vrai podium de Formule 1 avec tout le monde de la F1 qui est là parce que voilà, même si on est pilote de GT, la F1 nous fait rêver. Hein. D'accord. Je veux dire, voilà. Donc ça c'était très beau. Donc, donc tu avais réussi la première course nécessaire pour te laisser une chance de gagner ta saison. Ouais, et d'ailleurs ça a été très dur parce que petite anecdote, je pense même que j'ai les vidéos de ça. Pendant le premier tour d'ouverture de la course, on m'est rentré dedans à Singapour. On m'est rentré dedans assez brutalement côté justement conducteur. Et donc j'ai vraiment senti le pare-choc du gars. J'ai vraiment senti le choc. Le gars a plié mon châssis carrément. Et donc j'ai dû terminer toute la course avec le volant qui était de travers et arriver avec les gars derrière qui poussaient. Et j'ai terminé avec je crois 4 dixièmes d'avance sur le deuxième. Ok, chaud. Donc, ouais, c'était pas facile quoi. J'ai vraiment dû maintenir. La voiture roulait, elle roulait en crabe, donc et j'ai réussi à la tenir comme ça toute la course. Donc c'est juste représentatif de l'état d'esprit dont on parlait, ou même quand voilà la voiture est cassée, que ça a plu, que tu as le volant de travers, il faut continuer quoi qu'il arrive. Ouais, je veux dire, y a rien qui peut arrêter quoi. Il faut tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, quelles que soient les conditions, quel que soit on peut avoir mal, on peut avoir chaud parce qu'il faisait mourant de chaud. On peut crever de soif. Il fait tellement chaud en fait qu'on a normalement un drinking system dans la voiture avec une petite gourde. Et au bout de 5 tours, en fait, on a l'impression de boire un thé parce que l'eau devient bouillante et on peut même pas. C'est tellement chaud que je sais pas l'avaler. Donc je la mets juste dans ma bouche pour m'hydrater et je la recrache juste pour. Ah ouais, carrément. Ouais, parce que c'est trop chaud quoi. Donc tu avais cette première course que tu avais réussi. Tu as pris conscience que pour pouvoir gagner, tu étais obligé de gagner toutes tes courses. Mais donc mentalement, qu'est-ce qui a changé dans ton approche ce jour-là quand tu t'es lancé et que tu n'avais pas eu aux courses précédentes? En fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire de la prévisualisation. Donc, il y a plein de mots pour décrire ça, ou du mental training. Il y a plein de mots. Mais donc, j'ai commencé à vraiment essayer de m'imaginer gagner. Et donc, c'est un travail psychologique qu'on fait seul sur soi-même. Et c'est ça qui a tout changé, parce qu'avant, effectivement, forcément, comme tout le monde veut gagner, tout le monde veut être devant, tout le monde veut être le meilleur. J'y arrivais pas. Donc, il y avait quelque chose à changer, quoi. Et donc j'ai commencé à faire ça, et donc j'ai commencé vraiment à travailler sur moi-même au niveau de mon mental, à m'imaginer gagner, à essayer de ressentir la sensation que ça me ferait de gagner, de sentir tous les petits détails quoi, jusqu'à l'odeur dans l'air, la transpiration qui coule le long, quand tu es sur le podium, le long de ton front, le champagne qui coule, la Brabançonne qui résonne. Enfin, j'essayais vraiment de tout mettre en tête, d'imaginer le bonheur que je ressentirais en quoi. J'adore la Brabançonne. Mais c'est ça fait partie du tout. C'est vraiment genre il faut pas négliger les détails. C'est vraiment un ensemble de choses. Et j'ai fait ça. Et donc justement, j'étais dans ma chambre à Singapour. Et je me souviens, je voyais en fait la ligne d'arrivée de ma chambre et j'ai mis en fait mes écouteurs dans mes oreilles et j'ai mis la Brabançonne. C'est vrai ? Et tu sais, je me suis vraiment mis comme ça en position comme si j'étais sur le podium et j'ai commencé à écouter cette chanson et j'ai ressenti des frissons parce que je me sentais vraiment vivre le moment à l'avance quoi. Et donc c'est vraiment ça, j'allais dans le futur, je vivais ce qui allait se passer dans le futur, et ensuite il suffisait de revenir dans le présent pour aller accomplir ce qu'il fallait pour arriver à ce moment-là. Mais tu sais, il y a un gars qui s'appelle Philippe Gablier, qui a écrit pas mal de films, dont L'éloge de l'optimisme. Et il y a une formule que j'adore quand il parle des leaders, il dit les leaders ne voient pas le futur, ils en reviennent. Ben voilà. Et donc comme tu dis, tu reviens dans le truc. Ça se rejoint. Et donc dans ce truc de visualisation, qui clairement fait partie des différents outils qu'on utilise dans le développement personnel, c'est assez fascinant de voir à quel point, mais beaucoup de grands champions, quand on les interroge, ils répondent tous ça. Ils disent, j'ai visualisé, je me voyais
j'étais champion du monde, j'étais Mohamed Ali, Michael Jordan, enfin tu les prends tous, ils sont dans cet aspect de visualisation et donc tu es une preuve vivante que ce modèle de visualisation fonctionne. Ouais. Donc, première victoire, Voilà. deuxième victoire. Oui, deux victoires d'affilée sur le week-end, le samedi et le dimanche, avec cette technique et avec tout ce que je pouvais faire, quoi. Je veux dire, cette technique, tu sais, elle commençait pas 5 minutes avant la course en mettant mes écouteurs, c'était quelque chose que je faisais pendant des semaines avant. Ouais. Quand je travaillais sur ma PlayStation, je faisais déjà ça, quoi. Je m'imaginais déjà vivre le moment, et voilà, donc c'est un travail on rêve de ça la nuit, on pense à ça la journée, pendant qu'on mange, enfin, c'est vraiment, ton esprit ne se concentre plus que là-dessus, quoi. Ouais. Et donc même, voilà, ma nutrition avait changé par rapport à comment je voulais, je me nourrissais en fonction de comment je voulais être là-bas. Ouais. Donc il y avait certaines choses que je mangeais plus, certaines choses que je mangeais pour avoir plus d'énergie. Enfin, c'était vraiment tu essayes vraiment de tout mettre en place pour te donner le plus de chances possible, quoi, d'y arriver. Là, voilà, je me dis, ok, 2 sur 2, il en reste 4. C'est pas encore gagné. Et donc là, on arrive à la course d'après à Fuji, au Japon. Ouais. Au début, dans les essais, ça se passe bien. Et puis, fin des essais, j'ai une voiture qui sort un peu large et qui me tape dedans et qui me détruit complètement la voiture. Et là, je me dis, c'est pas vrai, quoi. Comment je vais faire et du coup, en fait, j'ai dû prendre une voiture de remplacement pour la course du lendemain, qui était une voiture avec laquelle j'avais jamais conduit, qui n'était pas réglée. De nouveau, elle était tellement mal réglée que j'avais le volant de travers dans les lignes droites. Donc j'arrivais en bout de ligne droite à 280 avec le volant comme ça. Et donc voilà. Et 280, oui, quand même. Ouais, plus ou moins, ouais. Je crois qu'il y a des fois où on passe ces vitesses-là. Je me suis dit, allez, c'est de nouveau une claque, quoi. Je me dis, allez, à chaque fois, j'essaye de faire de mon mieux et ça se passe bien. Et puis, paf, la voiture qui casse et tu te retrouves sans rien avec une voiture où ça fonctionne pas. Les mécanos avaient ouvert le moteur, ils me disaient, il y a de l'huile qui fuite de partout, elle va exploser d'une minute à l'autre. Donc, c'était vraiment, je me disais, faut vraiment que ça marche, quoi. Et donc là, je me qualifie deuxième malgré ça pour la première course. Et en course, j'arrive à passer premier. De nouveau, je m'étais entraîné comme un fou furieux. J'avais un ami qui m'avait prêté son jeu de Gran Turismo où il y avait le circuit de Fuji. Et je m'étais entraîné. Il y a plein de gens qui vont aller voir leurs parents en disant « Écoute papa, je me prépare pour demain, je vais jouer à ma PlayStation. » Si je veux réussir dans la vie, il me faut une PlayStation. Exactement. Et donc non, je me suis entraîné comme un fou furieux et donc j'ai appliqué en fait des choses techniques, on va dire, que j'avais appris sur la PlayStation. J'ai recoupé des trajectoires à des endroits clés pour pouvoir réussir à passer. Et j'ai gagné donc cette course-là. Là, on était devant l'WEC, donc le championnat du monde d'endurance c'est le World Endurance Championship. C'est la catégorie reine, on va dire, du sport auto en termes d'endurance. Et donc voilà, c'est un peu comme la Formule 1, mais dans une autre catégorie, je dirais. Donc de nouveau, gagner là devant ce monde-là, c'était, tu vois, un accomplissement. Et puis de nouveau, deuxième course, j'ai réussi à gagner. Avec cette voiture et c'est là qu'en fait j'ai pris conscience que tout était possible parce que même quand tu te dis ok ça va pas aller, il y a moyen d'y arriver, quoi. Et donc là ce qui m'a boosté sur le week-end à Fuji, c'est que j'ai eu mon père au téléphone le vendredi soir après que ma voiture était détruite et je l'ai appelé et je lui ai dit je sais pas comment je vais faire, quoi. J'ai plus ma voiture, j'ai pas les réglages, je dois démarrer demain avec quelque chose que je connais pas, voilà, comment je vais faire. Et il m'a dit écoute, oublie ce qui s'est passé, le passé n'existe plus, ça n'a pas d'importance et tu as encore devant toi toutes les chances de gagner. Il n'y a rien qui est fait. Donc ne pars pas du principe que tu pars avec un désavantage parce que c'est pas vrai. Demain, tu es là, tu te lèves comme tout le monde et tu vas pouvoir performer comme les autres. Et je me suis dit c'est vrai, quoi. J'ai vraiment essayé d'intégrer ça et je me suis dit ok c'est vrai. Effectivement j'ai eu des problèmes hier, aujourd'hui c'était le jour même, j'ai eu des problèmes aujourd'hui. Et le problème, en fait, c'est ça qui nous bloque, c'est qu'on se dit ça va avoir un impact sur demain. Alors que non, ce qui est passé, ce qui est derrière est derrière. Et oui, il faut arriver, c'est là, je pense, la clé, c'est d'arriver à mettre ça de côté, à se dire ok, c'est arrivé, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que je suis pas capable d'y arriver. C'est deux choses différentes, quoi. Il y a le passé et maintenant il y a le présent. Et maintenant j'ai une opportunité devant moi et je vais la saisir. Quel que soit ce qui s'est passé avant, quoi. C'est une super prise de conscience. Voilà, et ça s'applique à tout dans la vie, quoi. C'est que voilà, il y a des fois où effectivement les problèmes s'enchaînent et on a l'impression que la vie nous tape dessus et que vraiment on est comme un clou qu'on s'enfonce et qu'on se dit putain, moi je vais. Ça s'arrête quand ? Ouais, voilà, mais c'est pas. Enfin, si, c'est vrai, on peut pas nier le fait que parfois la vie est très difficile, mais
il faut pas se dire, parce que les choses s'enchaînent, je suis pas capable d'en sortir. Ouais. C'est pas vrai. C'est voilà, genre à un moment, moi comme je le dis à travers cette expérience-là, j'ai eu beaucoup de difficultés, en tout cas à atteindre mon objectif. Mais je me suis vraiment dit à chaque fois, je fais un restart, un refresh et on y va quoi. Et donc Fuji. Et donc Fuji, voilà, je gagne les 2 courses. Donc là, on est à 4 sur 6. Là, je commence à me dire, ok, je peux potentiellement commencer à y croire. Je tiens quand même juste aussi à rappeler que c'était très difficile d'arriver à performer dans ces conditions-là parce que à chaque fois, moi, je venais de Belgique et donc j'arrivais au Japon, décalage horaire de 9h, 10h, et là, eux, les gars, c'est leur monde. Donc au pire, ils ont 1 heure de décalage horaire, mais t'arrives, tu vois, tu manges pas, tu dors pas, t'as la pression. Donc c'était des paramètres qu'il fallait aussi arriver à gérer, quoi. Donc c'était pas évident. Et donc là, grande finale aux États-Unis à Daytona. Circuit mythique des 24 heures de Daytona. Et là, je me dis, ok, j'ai plus droit à l'erreur, quoi. C'est maintenant ou jamais. C'est la dernière ligne droite, quoi. Et pareil, j'ai travaillé du mieux que j'ai pu au niveau technique, au niveau psychologique. J'ai pris un ami avec moi pour essayer de justement arriver en dehors des moments où je suis sur la piste, arriver à bien déconnecter et arrêter de penser à la course, parce que sinon je pensais qu'à ça, même quand je rentrais à l'hôtel, j'arrivais pas. Donc je me suis dit, ok, je vais prendre un de mes meilleurs amis et le reste du temps, on va vivre de manière normale, je dirais, et profiter un petit peu de la vie et d'être aux États-Unis. Parce que je pense que c'est bon psychologiquement d'arriver à évacuer la pression. Et ça a bien marché, parce que de nouveau, j'ai réussi à gagner les 2 dernières courses. Et voilà, et donc on a été sacré champion. Alors que, il fallait y arriver, quoi. Genre, on avait 6 courses, on n'avait pas droit à l'erreur, et voilà. Et je dis on parce que c'est un travail d'équipe, avec les mécanos, avec les ingénieurs, avec mon team manager. C'était beaucoup de travail, mais voilà, on a réussi à gagner le titre, quoi. Et donc, on a été sacré champion en catégorie professionnelle en 2016. Ok. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup pour ce partage. Ok, bon, alors maintenant, pour les gens qui nous regardent, il y a certainement des jeunes qui se disent, demain, j'aimerais me lancer, être pilote. Et donc, tu as déjà donné certains éléments qui t'ont permis, dont le fait d'être dans la vision. Mais quels sont les conseils que tu peux leur donner pour réussir dans le sport automobile? Alors évidemment, il y a des règles qui s'appliquent aussi à d'autres aspects de la vie. Mais donc, quels sont pour toi les points, je dirais, les plus importants, les points essentiels qui t'ont permis de te distinguer de tes concurrents, hein, parce que nombreux étaient ceux qui voulaient terminer et être sacré champion, et c'est toi qui y es parvenu, toi et ton équipe, tu as bien fait de préciser. Ouais. Et quelles sont aussi peut-être aussi des erreurs que tu as commises et où tu te dis, voilà, ça, je l'ai fait pendant un certain temps, et si vous voulez parvenir à avancer dans votre projet, dans votre objectif, qu'il soit dans le sport automobile ou dans dans une autre discipline, voilà ce que je vous conseille d'éviter avec mon expérience de champion, parce que tu as été sacré champion, on peut le dire. Ouais. Mais écoute, je dirais, ça va peut-être paraître un petit peu bateau, mais je pense que la première chose, c'est de croire en ses rêves. Parce que moi, c'était un rêve. J'ai jamais pensé que j'aurais l'occasion d'aller rouler sur des circuits mythiques comme Suzuka ou Daytona au Japon, en Chine. En Chine, on avait 40 000 personnes qui venaient nous voir. J'ai jamais cru que je vivrais ça dans ma vie. Mais un jour, je me suis dit, voilà, effectivement, il y a une opportunité, et je l'ai saisie. Après, ça s'est fait, comme je l'ai expliqué, hein, de fil en aiguille. Ça s'est pas arrivé du jour au lendemain. Mais je pense que quand on aime vraiment quelque chose, ou qu'on pense en tout cas qu'on peut développer un projet ou un rêve de vie, il faut le faire. Il faut pas se dire non, c'est pas pour moi, ou je suis trop vieux, ou c'est pas possible, parce que tout est réellement possible. J'en suis vraiment 100% convaincu. Il y a absolument aucune limite à ce que l'être humain est capable de réaliser. En dehors du sport moteur, quel que soit le rêve, il faut vraiment y aller, quoi. Il faut pas avoir peur de se dire voilà, non, je peux pas parce que je suis trop vieux, j'ai pas d'argent, ou j'ai pas ci, ou j'ai pas ça. Il y a toujours moyen, toujours. Alors peut-être que ce sera peut-être pas toujours au niveau auquel on le voulait, parce que parfois effectivement il peut y avoir une donnée financière qui fait que voilà, effectivement oui, j'aurais voulu rouler en Formule 1, mais j'ai pas 80 millions d'euros par an pour aller rouler en Formule 1. mais à un autre niveau, j'ai réussi à vivre mon rêve. Donc il faut pas lâcher, parce que sinon je pense qu'on vit une frustration qui peut s'étaler sur des années et même durer toute une vie. Et qu'il faut pas ça, il faut vivre ses rêves, il faut aller au bout de ce qu'on veut, et je pense que c'est l'amour de la passion
qui va être l'essence de cette énergie-là, quoi. On sent le pilote qui parle. Hein. C'est même pas fait exprès. C'est vrai. Je veux dire, voilà, si qu'on soit artiste ou qu'on aime, je sais pas, les voyages ou créer sa propre entreprise ou son propre projet dans quoi que ce soit, il y a moyen, quoi. Il y a vraiment moyen. Je pense qu'il faut s'entourer des bonnes personnes, ça c'est sûr. Alors, donc juste, le premier point, c'était croire en ses rêves. Ça c'est sûr, ça c'est la base. C'est marrant parce que tu sais, je sais pas si tu sais, mais mes conférences s'appellent Vivez vos rêves. J'y ai pensé par après, mais oui, c'est première chose. ça. Donc là, tu abordes un deuxième sujet qui est vraiment aussi important. Tu parles de l'environnement. Ouais. Ouais. Explique-moi peut-être comment toi tu as vécu ce rapport à l'environnement. Si je peux faire une petite parallèle de nouveau donc, par rapport à mon expérience du sport moteur, j'ai démarré avec certaines personnes et j'ai pas fini avec les mêmes. Donc voilà, j'ai plongé là-dedans et je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que voilà, il y avait certaines personnes qui me convenaient, d'autres qui ne me convenaient pas. Certaines qui étaient bonnes pour moi, d'autres qui n'étaient pas bonnes pour moi, et que parfois je devais aussi m'entourer de personnes dont je n'avais pas envie de m'entourer, mais qui étaient bonnes pour mon développement. Donc c'est pas non plus que de suivre son cœur en se disant oh, lui je l'aime bien, c'est vrai, on s'entend bien. Il faut savoir avoir une vision professionnelle des choses. Et donc voilà, l'environnement a un rôle clé, je pense, là-dedans. Et on dit toujours que c'est très important de regarder les 5 personnes dont on est les plus proches dans la vie, parce qu'on devient comme elles. Et donc je pense que c'est important de s'entourer de personnes qui nous inspirent et en tout cas avec lesquelles on est en accord avec les principes de vie, parce que ça va avoir des répercussions sur la manière dont on vit la nôtre. Et donc si on est avec des gens qui sont très sympas mais qui font pas grand chose de leur vie, malheureusement ça va nous faire aller dans cette direction-là, tandis que si on passe du temps avec des gens qui sont peut-être un peu moins fun, mais qui vivent vraiment, enfin qui sont dans un état d'esprit de développement, ça va peut-être nous permettre à nous de développer nos rêves, d'utiliser les principes que eux utilisent dans leur vie pour notre propre vie. Tout à fait. Alors, je suis 200% d'accord avec toi. Maintenant, une question, et c'est pour voir comment toi, tu as de nouveau appréhendé ça, mais parfois, c'est pas facile. Hein, on a des gens qui font partie de notre environnement, qu'on connaît depuis longtemps, et on doit, en tout cas, si on a envie d'avancer, faire ces choix-là. C'est très dur. Et donc, comment est-ce que toi, tu as géré ça ? Ça a été très dur, il n'y a pas de secret, ça a été la même chose pour moi que pour les autres. J'ai dû couper les ponts avec des personnes que j'aimais énormément. C'est jamais blanc ou noir, c'est pas parce que des personnes ne sont pas bénéfiques pour nous que pour ça ce sont des mauvaises personnes ou qu'on ne les aime pas. C'est juste que voilà, à un moment il faut faire un choix et je pense que c'est pas non plus de l'opportunisme que de dire ça, c'est qu'à un moment il faut vraiment... on est la seule personne au monde sur laquelle on a du contrôle. On peut que se contrôler nous-mêmes, les autres on peut pas le faire. Et donc voilà, j'étais pas en adéquation avec la manière dont certaines personnes très proches autour de moi vivaient. Et j'ai dû couper, quoi. J'ai vraiment dû couper et ça a été dur et je me suis retrouvé seul. Je me suis retrouvé tout seul. Et j'ai envie de te dire que c'est souvent, je crois, dans les personnes en tout cas que moi je coach, c'est souvent ça qui est le plus difficile, c'est la peur de se retrouver seul. Évidemment. Au-delà du fait de devoir blesser l'autre, parce que ça aussi parfois c'est un frein. On a des gens. On n'a pas envie de les blesser. Le pire c'est quand c'est des gens de la famille, parce que ça aussi ça peut arriver. C'est sûr. Mais là où c'est la peur d'être seul. Et donc ça, tu l'as expérimenté, tu l'as vécu. Oui, mais évidemment. Et c'est quelque chose que je dirais je vis encore au jour d'aujourd'hui, parce qu'au final, je vis avec très très peu de gens autour de moi. J'ai vraiment très très fort restreint mon cercle de gens à qui j'accorde du temps, je dirais. Parce que voilà, malheureusement, au bout d'un moment, si tu veux vraiment développer tes rêves et tes objectifs, tu es obligé de donner de l'espace à ça. Et donc, on n'a que 24 heures dans une journée, il faut manger, dormir, travailler. Et donc, à un moment, il faut savoir donner des priorités aux choses et aux gens. Et donc voilà, effectivement, oui, je me suis retrouvé seul et j'ai vécu la solitude, tant à des moments de mon championnat que dans la vie privée. C'est quelque chose avec lequel il faut savoir dealer tous les jours de sa vie. Mais c'est comme ça, je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Ouais. Je pense pas que c'est en s'amusant avec les copains qu'on arrivera à faire de grandes choses. Et donc à un moment, il faut savoir mettre ses priorités. Priorité. Alors si je me permets de faire un ajout par rapport à ce que tu viens de dire, parce que c'est vraiment très, très important que les gens comprennent ce que tu viens de dire. Il y a un auteur qui s'appelle Stephen Covey qui a écrit les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et il parle de 3 stades. Il parle du stade de la dépendance. Quand on est tous dépendants. Ensuite, on a le stade de l'indépendance. Et puis, on a le stade de l'interdépendance. Et
en fait, beaucoup de gens ont du mal à arriver au stade de l'indépendance parce qu'ils sont habitués, ils ont un environnement, etc. Mais ce qui est beau, et je ne sais pas si tu l'as vécu, mais moi en tout cas c'est quelque chose que je vis depuis certaines années, c'est qu'une fois que tu arrives à justement te détacher de cette peur de te retrouver seul, ça crée, et c'est le mot qui m'a beaucoup plu dans ce que tu as dit, ça crée des espaces, et ça crée des espaces pour rencontrer d'autres personnes aussi, Évidemment. qui elles-mêmes ont dépassé ce stade, si je puis dire, et qui, à ce moment-là, te nourrissent beaucoup plus Évidemment. pour te permettre d'avancer vers tes objectifs. C'est sûr. Et donc, voilà, je le souligne parce que ça me paraît tellement évident, mais c'est vrai que c'est plus parlant quand des gens peuvent l'expliquer, et puis des gens surtout qui réussissent, et ce qui est ton cas. Donc, mais oui, et je vais te dire, pour je dirais, une personne qui découvre ça, ça peut paraître triste, mais j'ai trouvé du soutien dans des gens que je ne connais pas. C'est-à-dire, j'ai écouté énormément de speeches de motivation sur YouTube. J'écoute encore ça très très régulièrement. Et parfois même les mêmes qu'il y a 3 ans. J'ai beau les avoir écoutés 100 fois, 200 fois, j'apprends encore des choses dans ces choses-là. Et en fait, j'ai réussi à trouver du réconfort et de la chaleur humaine et vraiment du soutien de me dire oui, allez, c'est vrai quoi. Genre ce que je fais, c'est ça que je dois faire, c'est la bonne direction quoi. À travers un message dans une vidéo d'un gars qui est aux États-Unis, voilà. Je voulais juste le dire aussi, c'est que pendant toute cette période où j'ai fait mon championnat, quand j'allais sur mes week-ends de course et que j'étais dans la voiture ou dans le bus pour être conduit au circuit, j'écoutais ces speeches de motivation quoi. C'était vraiment quelque chose, j'en avais téléchargé une dizaine et je les écoutais en boucle et en boucle et en boucle et au bout d'un moment ça rentre parce que voilà, tu te rends compte qu'en fait c'est une autre mentalité qui s'installe en toi et qu'à travers cette mentalité, toute la manière dont tu vas fonctionner et tes attitudes, ton attitude et tes habitudes de vie et la manière dont tu vas fonctionner changent. Et donc tu rentres dans une autre dynamique, tu coupes un cercle dans lequel tu étais et comme tu dis, tu en crées un nouveau qui est régi selon des autres règles et qui te permet d'accéder à autre chose. Et je pense que voilà, c'est assez pour ça, merci Internet, parce que voilà, comme je le dis, ça peut paraître triste pour certains, mais moi je suis super heureux d'avoir vécu ça. C'est que j'ai pleuré sur des vidéos motivationnelles où juste j'écoutais une voix, je courais quand je m'entraînais à aller courir, je faisais des runs, tu vois, pour me préparer justement pour ma course, pour avoir l'endurance. Et au lieu d'écouter de la musique, moi j'écoutais des speeches de motivation pendant tout mon run. Et voilà, et ça me drivait et j'avais une boule parce que je m'imaginais, tu vois, réussir mon rêve et ça a marché quoi. Okay. Je crois qu'il faut faire confiance en ces énergies-là. Ouais, j'en suis convaincu. Donc si on reprend, tu as le fait de croire en tes rêves, le second de travailler sur son environnement. Est-ce qu'il y a un troisième facteur qui te semble important? Ou peut-être aussi, parce que là on a parlé de facteurs qui aident, mais peut-être des choses à éviter. Qu'est-ce que tu conseillerais d'éviter? Il y a plusieurs choses à éviter. D'abord, il faut éviter, je dirais, la paresse. Parce que malheureusement, mais c'est vrai, ça peut paraître, mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'on n'accomplit pas par paresse. C'est vrai. Et que donc voilà, il faut arriver à lutter contre ça parce que c'est en chacun de nous. Je pense que de nouveau, je dirais, ça rejoint l'environnement, mais éviter certaines personnes, malheureusement, même si on ne coupe pas définitivement les ponts avec eux, arriver en tout cas à certains moments à les mettre un petit peu de côté pour pouvoir un petit peu se concentrer sur d'autres choses. Et beaucoup travailler sur soi, sur le fait je pense que voilà, quand on en arrive à tout ça, là on peut commencer à travailler sur le fait d'avoir confiance en soi. Parce qu'avoir confiance en soi, c'est pas juste se dire je suis le meilleur parce que je l'ai décidé. Oui. Avoir confiance en soi, c'est se dire je peux y arriver parce que je sais que je suis capable d'accomplir ça, parce que je sais que je suis capable de gérer cet élément-là, parce que je suis capable de faire ce sacrifice-là, de ne plus aller en boîte de nuit, de ne pas manger ça, d'aller dormir tôt, de me lever tôt, de travailler, d'aller m'entraîner tous les jours. Enfin voilà, je suis capable de faire ces efforts tous les jours qui vont être difficiles, mais qui vont payer un jour. Donc voilà, je pense que il faut éviter la paresse. Non, mais c'est un très bon conseil. Florian, merci pour ces conseils. Écoute, là tu as gagné ce week-end donc à Spa. Oui. Félicitations encore une fois dans notre plat pays qui est le nôtre, n'est-ce pas? Et demain? Voilà, écoute, comme je le disais, j'ai gagné le championnat en 2016. À partir de là, j'étais satisfait parce que j'avais atteint mon objectif. Et je me suis dit, bon voilà, j'avais 28 ans, je me suis dit, il est peut-être temps de faire un petit peu autre chose de ma vie aussi, parce que je voulais pas, autant c'est magnifique et c'est ma passion et c'est ce que j'aime, autant je me rends compte que sur le long terme, je pense pas qu'il y ait des débouchés énormes en tant que pilote à ce niveau-là.
Parce que voilà, la F1, oui, là on gagne vraiment sa vie, mais dans le reste du monde du sport moteur, je pense que c'est assez difficile de gagner décemment sa vie à travers ce sport-là. C'est plus un sport où malheureusement on dépense de l'argent qu'on en gagne. Donc je me suis dit voilà, j'ai envie de devenir autre chose, et quand j'aurai des enfants et que j'aurai 50 ans, je veux pouvoir... je veux qu'ils me regardent et qu'ils voient autre chose que juste un simple pilote. Je pense qu'on a une vie qui est assez longue pour pouvoir faire beaucoup de choses si on gère bien son temps et qu'on met de côté la paresse. Et donc du coup voilà, j'ai atteint cet objectif-là et je me suis dit qu'il était peut-être temps de prendre mon avenir en main. Donc j'ai commencé à travailler dans une société pharmaceutique en tant qu'international manager. Enfin pour une société d'export, donc enfin ça n'a rien à voir. D'accord, non mais voilà, genre c'est le fait d'accomplir mon rêve m'a aussi permis de pouvoir maintenant me dédier à autre chose. Et te dire c'est bon. Voilà, c'est fait, voilà. Maintenant la passion reste Ouais. et clairement j'aimerais beaucoup pouvoir continuer à faire ça. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je fais encore une course de temps en temps quand je trouve vraiment une belle course à faire. Ok. Comme là à Spa, de nouveau le championnat venait ça faisait 6 ans qu'ils n'étaient pas venus en Belgique. Ils sont venus à Spa. Je me suis dit voilà, je suis belge, c'est l'occasion, donc j'ai fait cette course-là et je suis très content après 1 an et demi de voir que j'étais encore là, j'avais pas perdu la main et de gagner un championnat d'Europe dans son pays, c'est quelque chose où de nouveau je peux dire donne, ça fait plaisir. Donc voilà, je dirais qu'au niveau du sport moteur, dès qu'il y aura des occasions, je les saisirai et je continuerai de rouler au maximum. Et toute ma vie, je continuerai d'être dans ce monde-là parce que c'est ce que j'aime le plus au monde. Mais je pense qu'il faut aussi savoir faire autre chose, se développer, être fier de son parcours quand on se retournera dessus à nos 70 ou 80 ans. Et surtout pouvoir montrer un exemple aux générations futures. Et donc là, je pense à mes futurs enfants. Et donc je me dis voilà, maintenant il est temps de créer autre chose. De développer autre chose, enfin voilà, de me donner dans un autre univers et voilà, et d'apporter quelque chose au monde. Parce que voilà, je travaille dans une boîte pharmaceutique, donc à la fin de la chaîne de ce que je fais, on sauve des vies. Et je pense que c'est important, c'est plus important que de rouler en voiture. Donc je me suis fait plaisir, maintenant je vais un peu donner, on va dire, aux autres. Je dirais que je vais continuer comme ça, je vais continuer de travailler et essayer de saisir toutes les opportunités qui viendront sur mon parcours. Florian, un tout grand merci pour Merci cette à toi. interview. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Je tiens également à remercier Stéphania qui m'aide à la réalisation de ces vidéos et je vous dis à bientôt pour les prochaines interviews.